Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette masterclass Design et Nathan Compétences Professionnelles qui vous est proposée aujourd'hui. On va parler de cybersécurité, la nouvelle donne. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Arwa Biri, experte, ingénieure, docteur en informatique et surtout en cybersécurité. Bienvenue Arwa, je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu accompagnes des grands groupes mais également des scale-up, des start-up. Tu sensibilises aussi les plus jeunes aux dangers de la cybersécurité. Et pour notre plus grand plaisir, tu es avec nous aujourd'hui. On a bien évidemment à cœur que cette session soit la plus interactive possible. Vous avez un petit chatter à cet effet. Vous pouvez nous poser des questions tout au long de cette session. Nous y répondrons avec plaisir. On se réserve un temps d'échange à partir de 45 et surtout, n'hésitez pas, vous qui êtes avec nous, à répondre aux questions que l'on vous posera. On espère que tout le monde va bien dans l'audience. N'hésitez pas à nous dire si tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, au programme de cette masterclass, nous allons passer en revue les cyberattaques les plus marquantes du moment et en faire quelques analyses approfondies. Nous ferons ensemble une petite revue des nouvelles menaces cyber, que ce soit l'usage du deepfake dans les fraudes au président notamment, l'exploitation de fraudes GPT sur le dark web. Et oui, il n'y a pas que ChatGPT, messieurs, dames, et puis les autres techniques qui permettent de conduire des attaques aujourd'hui qui sont particulièrement, vous le verrez, sophistiquées. Et puis enfin, nous aurons quelques clés pratiques à partager avec vous pour sensibiliser vos collaborateurs et leur permettre à leur niveau, eux aussi, de contribuer à la sécurité informatique de vos entreprises. Est-ce qu'on a des DSI avec nous aujourd'hui? Première question dans le chat et surtout, première question Arwa qu'on va poser à l'audience. D'après vous, combien d'intrusions ont eu lieu en France en 2022? Réponse A, 150, réponse B, 677, réponse C, 347 ou réponse D, 831. On vous laisse quelques secondes pour y répondre dans le chat et on vous donne les résultats juste après. 57% d'entre vous ont répondu B. 677 pour la réponse D, 831. Vous êtes 43% à avoir voté. Ce sont donc la majorité des votants, c'est entre la B et la D, donc 677 ou 831. Quelle est la réponse exacte, Arwa? Alors du coup, la réponse exacte est 831. 831, c'est bien le nombre d'intrusions avérées recensées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, en 2022. Et on est bien d'accord, si c'est 831 qui est recensé, c'est que forcément, ça veut dire que c'est beaucoup plus que ça en termes de cyberattaques et nombre d'intrusions avérées. Donc voilà, là c'est pour brosser avec vous le contexte global et je suis ravie d'être avec vous avec Marie-Charlotte. Donc on a commencé par le nombre d'intrusions, on va continuer avec les vecteurs d'attaque. Alors on pense à, voilà, lorsque par rapport aux vecteurs d'attaque, que les hackers c'est des gens très très sophistiqués qui vont voilà, savoir beaucoup coder des script très très technique pour pouvoir s'introduire dans les entreprises, mais comme qui dirait que nenni, ça c'est vraiment le phishing qui arrive en tête en fait. Donc 74% en fait des entreprises, elles déclarent le phishing comme vecteur d'entrée principal pour les attaques subies. Et en fait, on peut le comprendre. Les hackers, après tout, c'est des humains. Les hackers, c'est des gens qui veulent faire les choses efficacement et avec le moindre effort. Et lorsque on sait qu'avec une attaque de phishing, genre par exemple, moi qui ai conduit plusieurs pentests, des fois, en fait, avec les clients, on leur dit, bon, bah, est-ce que vous souhaitez qu'on essaye de passer par le phishing pour s'introduire au niveau de vos sacro de vos serveurs les plus importants? Lorsqu'ils nous disent oui, bon bah, je vous donne un exemple. On prend par les administrateurs, ceux qu'on voilà sur LinkedIn, on voit bien qu'ils ont les connexions qu'ils font, qu'ils ont en fait les privilèges nécessaires et on prépare une attaque de phishing spécifiques à eux. Par exemple, on regarde la société où elle est, on regarde les restaurants environnants et on fait des promotions. C'est-à-dire qu'on envoie un mail en disant bon bah il y a une promotion sur tel restaurant et généralement, on ne va pas se mentir, les gens y cliquent. Une autre qui marche beaucoup sur le top management, donc du coup les dirigeants, et on sait que les dirigeants ils ont accès à vraiment beaucoup de données importantes, c'est de les inviter à participer à des conférences. C'est-à-dire que si c'est bien tourné,
permet, on crée même en fait un site internet qui va bien, bien crédible et tout, on leur envoie ça et ça marche très très bien. Donc du coup, pourquoi les hackers s'embêteraient à avoir des attaques beaucoup plus sophistiquées si l'humain en fait, si on tourne bien les phrases, si on comprend bien, et avec les réseaux sociaux, on a juste voilà, à ramasser tellement il y a des informations pour bien calibrer un message de phishing. Alors, avec ChatGPT, les erreurs d'orthographe qui étaient existantes avant pour dire que voilà, il y a, ça, on va détecter parce qu'il y a une faute d'orthographe, bah, c'est plus vraiment d'actualité. Évidemment, ça reste, voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore pris le train ChatGPT, mais pour ceux qui ont pris ce train, même si voilà, ils ne maîtrisent pas la langue comme il faut, bah, en fait, ils font une petite passe ChatGPT et ils tournent les choses très bien. Donc ça, par rapport au phishing, après, donc, bon, une fois qu'ils se sont introduits, il y a aussi le côté où, d'accord, ils sont dans la place, et ils ont l'accès au PC de la personne, comment ils vont faire pour rebondir sur le système d'information à l'intérieur. Donc là, ça, voilà, pour entrer le phishing et pour rebondir, pour gagner des privilèges, etc. Ça, c'est par l'exploitation de failles. Donc 45% après pour tout ce qui est l'exploitation. De quelles failles, par exemple, parlons-nous, Arwa? Alors on trouve malheureusement beaucoup de CVE relatifs à des serveurs Microsoft, ça juste un exemple, et on sait que c'est difficile au niveau des DSI de bien gérer tout ce qui est patch management, ça prend du temps, on n'y met pas forcément les efforts qu'il faut, et donc c'est important de se dire que si voilà, il y a, on sait qu'il y a une vulnérabilité très critique, mais qu'en face, on n'a pas rapidement mis en œuvre les actions qu'il faut, bah, ça représente une voilà, vulnérabilité béante pour des hackers. Le jour où voilà, ils se disent bon, bah, c'est une bonne idée d'attaquer cette entreprise, ou ils attaquent en masse et ça tombe sur cette entreprise, et du coup ils trouvent, voilà, ils font des scans, ils regardent qu'est-ce qu'il y a comme système d'exploitation utilisé, comme serveur utilisé, enfin ils récoltent leurs informations, ce qu'on appelle dans le jargon reconnaissance, et puis après bon, bah, ils choisissent voilà, selon ce qu'ils ont sous la main en termes d'outils pour attaquer. Et le business s'en retrouve fortement impacté, Arwa. Complètement. Le business, c'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se représentent la cybersécurité comme le problème des DSI. C'est-à-dire que du coup, si voilà, la cybersécurité, il y a un problème, bon, bah, le DSI, il va redémarrer les machines et tout va bien aller. Ça, en fait, tant que ça ne leur est pas arrivé dans leur quotidien, ils se représentent la cybersécurité vraiment comme un sujet qui ne les concerne pas dans ce qu'ils font en termes de business au jour le jour. Et donc, le fait est qu'en pratique, ça impacte fortement les activités. Donc, 60% des cas, ça impacte fortement tout ce qui est business. Et ça, pour 24%, descendait significativement. L'exemple le plus simple à se représenter, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux, vous pensez bien que lorsqu'il y a un ransomware, qu'ils n'ont plus accès aux dossiers clients, qu'ils n'ont plus accès à tout ce qui est admission, à tout ce qui est imagerie, etc., bon, bah, ils vont se retrouver avec, voilà, travailler avec du papier, mais des fois, ils n'ont même plus du coup l'historique, les comptes rendus et tout. Donc, voilà, ça impacte fortement ce type, on va dire, d'activité et bien d'autres. Une réelle prise d'otage qui peut entraîner la mort d'autrui. Et dans ces cas-là, c'est vrai que le ransomware va peut-être mieux fonctionner que dans d'autres attaques. Une nouvelle question à vous poser à toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les impacts les plus critiques en cas d'attaque? Réponse A, les impacts sur les missions et les services. Réponse B, les impacts financiers. Réponse C, les impacts sur la confiance. Ou réponse D, les impacts juridiques. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. On se retrouve juste après. 13% d'entre vous ont répondu à les impacts sur les missions et les services à Arwa, quand 45% nous parlent d'impact financier, 23% les impacts sur la confiance des tiers d'autrui, de la clientèle externe, et puis
8% seulement sur les impacts juridiques. Est-ce qu'on peut débriefer ensemble, Arwa? Oui, ça vrai que voilà, on peut se dire selon les cas, c'est la A, c'est la B, c'est la C et la D. Et en fait, c'est les 4 selon le business de l'entreprise. Donc, et selon la nature de la cyberattaque. Donc, il y a des cyberattaques que, en fait, les conséquences ça impacte beaucoup les missions et les services de l'organisation. On a donné l'exemple des hôpitaux, mais aussi, on peut donner l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui gère des CV. Ça impacte la productivité des RH qui accèdent à ces CV-là. Enfin, il y a toute une pluralité de business. Par exemple, les systèmes industriels, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cyberattaque, il y a arrêt de production de ce qu'ils étaient en train de produire. Les banques qui sont beaucoup digitalisées. On sait que BNP Paribas, maintenant, ça se représente plus comme une banque, mais ça se représente comme, on va dire, une entreprise technologique qui fait des services financiers. Donc du coup, même une banque, lorsque ça arrive, ça impacte les flux, ça impacte aussi les services rendus à leurs clients. Donc l'impact sur les missions et les services de l'organisation, il y a évidemment les impacts financiers, perte de chiffre d'affaires, et ça peut aller vers des chiffres très très conséquents. Ça peut aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars, et on va le voir par la suite en termes de tout ce qui est pertes opérationnelles. Donc les impacts financiers peuvent être très faramineux. En France, par exemple, on va parler tout à l'heure de Fimadev. Fimadev, qui est une PME, ça a 300 personnes, tout ça. On se dit, les hackers, ils ne vont pas être aussi gourmands que ça et tout. Ils ont demandé quand même 400 000 €. Donc, du coup, il y a ce côté de se dire que les impacts peuvent être très importants. Aussi, les dépenses, parce que lorsque l'attaque arrive, évidemment, il faut avoir les consultants, il faut faire, potentiellement acheter de nouveaux serveurs ou redémarrer avec des serveurs un peu plus sécurisés. Enfin, il y a pluralité d'actions qui vont être lancées et ça coûte de l'argent. Est-ce que selon toi, d'ailleurs, Arwa, les entreprises investissent proportionnellement au risque de menaces cyber? Malheureusement, pas vraiment. Même celles qui investissent beaucoup, c'est pas vraiment, on va dire, en proportionnalité avec les risques cyber. Il y a une volonté de renforcer les choses, etc. Mais ça reste en deçà de ce dont on a besoin. Et encore, je parle des meilleurs. C'est-à-dire que malheureusement, dans la majorité, le budget consacré à la cybersécurité, il n'arrive même pas à 5% du projet, du budget pour l'IT. Donc du coup, on reste, on va dire, dans un environnement où les dépenses liées à tout ce qui est cybersécurité restent quand même pas assez pour réellement assurer tout ce qui est résilience. Il y a aussi, évidemment, si on n'arrive plus à travailler, à rendre le service, tout ce qui est baisse de revenus. On ne va pas se mentir, si on n'arrive plus à servir les clients. Et en plus, que la cyberattaque, elle supprime, en fait, ou elle chiffre la base client avec les factures, où on en est par rapport aux factures, etc., ça n'aide pas. Et évidemment, les pénalités, on pense tout de suite à la CNIL. Et la cyberattaque, elle touche tout ce qui est données personnelles, clairement, il y aura des impacts qui vont aller chiffrer tout de suite de manière très significative. Pourquoi peu s'inquiète dans l'audience, à ton avis, des impacts juridiques, alors que finalement, ça peut être le contre-coup en plus d'un ransomware ou d'une perte d'argent interne pour les entreprises? Oui, tout ce qui est impact juridique, c'est aussi, on va dire, malheureusement, des choses qui arrivent. C'est-à-dire que si les dirigeants, les mandataires, tout ça, si les clients se retournent contre eux, par exemple, prenons le cas d'une cyberattaque qui a fait que une autre personne en a pu usurper son identité parce que l'attaque en question, il y avait tout ce qui est fiche d'imposition, etc. Et donc les éléments ont été utilisés pour faire de l'usurpation d'identité sur plusieurs, on va dire, de ses clients. En fait, le dirigeant, il peut être inquiété si ses clients souhaitent se retourner contre lui. Et vraiment beaucoup d'autres cas, c'est-à-dire qu'en cas où on sait, notamment par rapport à tout ce qui est RGPD, qu'on
puisse voilà, détecter qu'on savait que le niveau de sécurité n'était pas bon et qu'on a quand même sciemment continué à fournir au service aux clients tout en disant que tout allait bien, voilà, et on faisait ce qu'il fallait. Ça, il y a aussi ce côté-là. Donc du coup, on y pense moins que les autres, mais tout ce qui est impact juridique, c'est pas de la France, vraiment quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Et oui, puisqu'on parle de co-traitement des données pour ce qui est du RGPD à Roi, et donc on est co-responsable aussi des données de nos clients. Complètement. Et aussi, il y a l'impact sur l'image et la confiance. Vous imaginez bien, lorsqu'on est une entreprise, on veut qu'on voilà, on parle de nous pour nos succès, pour les partenariats qu'on a conclus, voilà ça. On veut qu'on parle de nous en des mots positifs. Pas qu'on dise, bon, bah, la pauvre société, elle a connu des cyberattaques et tout. Donc ça a un impact sur les clients existants, ça a un impact sur les prospects. Ils vont se dire, bon, bah, si, voilà, on n'est pas sûr, là, du coup, voilà, ça peut avoir un impact sur leurs décisions. Donc ça, par rapport à tout ce qui est impact en cas de cyberattaque, et là aussi, c'est les impacts de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité système d'information, et c'est les impacts utilisés lorsqu'on fait une analyse de risque et bio-CRM. Donc du coup, par rapport à, voilà, on identifie c'est quoi les activités d'une entreprise donnée, on identifie c'est quoi les menaces, c'est quoi les vulnérabilités, et puis les impacts du coup qui en découlent lorsqu'il arrive des problèmes. Une nouvelle question à vous poser, à vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. D'après vous, doit-on avoir des compétences techniques avancées pour lancer des attaques? Réponse A, oui. Réponse B, non. 100% d'entre vous, et je pense que c'est rare d'avoir un score aussi parfait, nous disent que non, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques avancées pour mener des cyberattaques, n'est-ce pas, Roi? Complètement, complètement. Et en fait, déjà que par le passé, voilà, ça, on pouvait se renseigner, etc. Et on pouvait, avec un niveau assez basique, arriver à faire quand même des cyberattaques. Alors, dans là, le contexte actuel, ça devient vraiment une promenade de santé de lancer des cyberattaques. Et c'est ça, en fait, là, le plus, on va dire, challengeant en ce moment. C'est-à-dire que déjà, voilà, on va vous parler de 4 cas de figure. Déjà, tout ce qui est deepfake. Les nouvelles menaces cyber, puisque les menaces, elles évoluent très vite à Roi. Ouais. Et donc, il faut pouvoir aussi s'updater régulièrement sur ces nouvelles menaces, leurs impacts. Et on en a choisi en effet 4 à vous présenter aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Et du coup, là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut se dire le deepfake, ça existait depuis longtemps, que ça, bah là, des gens qui se font passer pour d'autres gens pour obtenir, pour arnaquer, voilà. Pour faire du revenge porn. Exactement, c'est du déjà vu. Ça, des montages, des photomontages, ce type de choses, mais aussi quelqu'un, voilà, une caméra avec une lumière un peu foncée, avec bah, du coup du maquillage et tout pour se faire passer pour une autre personne, moduler sa voix. Donc avant, quand même, on le voyait dans les films, mais aussi en réalité dans des cas d'arnaqueurs, d'exception entre guillemets. Donc ça a existé. Mais en fait, ce qui est quand même assez marquant aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on peut faire du deepfake. C'est-à-dire que vous prenez n'importe qui, vous prenez 1 minute de n'importe qui. Là, par exemple, moi, vous prenez 1 minute, là, vous pouvez me faire dire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment... On en a bien l'attention, d'ailleurs. Exactement. Vraiment, n'hésitez pas. Mon rêve, c'est devenir un mème. Donc, du coup, ça, par rapport à ça, vous prenez 1 minute de n'importe qui et pouvez vous lui faire dire n'importe quoi. Alors, je vous donne des cas où ça peut être très impactant en termes de cybersécurité. Déjà, par la voix. On ne se le représente pas, mais il y a beaucoup de décisions quand même qui se font par téléphone. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un cas par rapport à tout ce qui est gestion avec les banques. Par exemple, lorsque vous dépassez un certain montant en termes de virement, ou enfin voilà, pour certaines opérations, la banque quand même prend la peine d'appeler au téléphone pour du coup vous demander est-ce que c'est bien vous qui avez fait l'opération, etc. Imaginez
Dans ce cas-là, avec le deepfake au niveau audio, ce que vous pouvez faire, avec aussi le reroutage ou de la manipulation au niveau du numéro de téléphone ou des choses comme ça. Donc une combinaison. Aussi, vous avez tout ce qui est aussi tout ce qui est entreprise cotée en bourse. Vous savez que les dirigeants des entreprises cotées en bourse, leur parole peut faire grimper ou descendre, on va dire, la cote d'une action. Donc vous imaginez une vidéo bien tournée avec des mots un peu alarmistes postés sur Twitter, enfin X maintenant, le site où les gens ils sont toujours prêts à voilà, donner écho à ce type de message et ça peut avoir un impact, etc. Vraiment, ça en ce moment, la facilité déconcertante avec laquelle on peut faire du deepfake, il y en a même maintenant qui réfléchissent comment, ça est vraiment en mode cryptographie, etc. Comment on fait pour reconnaître que c'est vraiment la personne qui est en train de dire les choses. C'est-à-dire que là, des travaux en termes de cybersécurité sont en train d'être conduits pour comment on peut certifier que la personne qui est en train voilà, de parler dans la vidéo est vraiment la vraie personne. Et là, on est vraiment au balbutiement, au début par rapport à ça, mais vraiment... L'IA va très vite. Voilà. Et les cas de figure que ça peut permettre font que c'est des travaux de plus en plus importants à conduire. Et puis on nous parle de ChatGPT partout, sur tous les réseaux en ce moment, mais FraudGPT, le dark web, Arwa, c'est aussi une sacrée menace pour les cyberattaques. Oui, en fait, le FraudGPT, c'est-à-dire qu'il faut déjà savoir que par rapport au ChatGPT, il est bridé. C'est-à-dire qu'on pense qu'on on pose nos questions à ChatGPT et lui, il répond avec sa base de données. En fait, il y a des questions. Par exemple, si vous lui dites « on veut conduire une cyberattaque sur telle entreprise, j'ai envie de me faire de l'argent, etc. » ChatGPT, il ne va pas être d'accord. Il va dire non. On peut évidemment poser des questions de manière indirecte à ChatGPT pour lui faire dire des choses, etc., de manière un peu maligne. Voilà. Donc, des fois, il détecte, des fois, il ne détecte pas, mais il est bridé. Si à un certain moment, il se rend compte dans l'enchaînement des questions, dans le contexte que vous êtes en train de vouloir préparer en fait une cyberattaque, il va se brider, il ne va pas répondre, il va éluder. Dans FraudGPT, c'est vraiment quelque chose il n'est pas bridé. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire bon j'ai besoin d'argent, quel est le meilleur secteur à adresser en termes de cyberattaque. Il va vous aider, il va vous coacher. C'est limite un coach de hacker. Vous allez sur Tor, hein, tout simplement. Vous dites FraudGPT. Alors dis-moi FraudGPT, comment puis-je hacker 3 millions à la banque qui est à côté de chez moi? Exactement. Et quand on sait que pour aller utiliser par exemple un browser Tor, il faut juste par exemple avoir une clé USB sur laquelle il y a Tails par exemple, vous le branchez sur votre ordinateur portable, puis après vous allez sur le dark web, puis vous allez parler un peu avec ChatGPT. Vous dites, c'est-à-dire que là avant, l'ambition des hackers qui n'était pas très, on va dire, très fort en termes de technique, elle était quand même limitée par leurs connaissances. Maintenant, si le hacker il est motivé, si il a envie, en fait, il a tout à sa disposition pour conduire des cyberattaques d'envergure et de vraiment avoir pas mal d'argent si son motivation, c'est de l'argent. Après, et puis, comme toute entreprise servicielle Arwa, on a aussi le RAS, donc c'est le Ransomware as a Services. Oui, complètement. C'est une offre en ligne, dans des buildings, même Arwa va vous en parler. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on peut se représenter que les hackers, c'est des gens avec tapis dans le noir, vers 2 h du matin. Dans des caves sombres. Exactement. Pas du tout. Exactement. Pas du tout dans certains pays où ils peuvent être dans des bâtiments, avoir des discussions sur les techniques d'attaque autour d'une machine à café avec leurs collègues. Donc du coup, et ça encore, je parle que ceux dans certains pays où c'est un peu toléré qui est des hackers. Il y a aussi les organisations malheureusement criminelles qui eux aussi sont de plus en plus, parce qu'il faut savoir que la drogue et compagnie, on le sait tous, c'est comme
même un peu là, dangereux, etc., avec des répercussions quand même qui peuvent être très fâcheuses pour les criminels. Donc du coup, de plus en plus, ces organisations criminels bifurquent vers les cyberattaques parce qu'ils se disent c'est plus propre. C'est plus juteux. Voilà. Et en plus... Mais pas de sang sur les mains potentiellement. Exactement, si ça s'attaque pas à des hôpitaux. Donc il y a donc parmi leur offre le ransomware as a service. Donc du coup, c'est comme s'ils disaient vous occupez de rien, on s'occupe de tout. On vous programme un ransomware vraiment du tonnerre qui va vous permettre d'ouvrir les portes de n'importe quelle entreprise et ils vous le fournissent en mode as a service. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vous fournissent le ransomware, mais si vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas trop à vous introduire, il y a un service après-vente où vous pouvez leur poser leurs questions, etc. Ils se comportent vraiment comme des entrepreneurs. Et ils tiennent, enfin certains hackers, ils tiennent à cette image, entre guillemets, de respectabilité, entre guillemets, de hacker. Genre, vous avez acheté mon ransomware, bon ben, on vous garantit. Vous allez avoir un retour sur investissement voilà, non négligeable. Exactement. Donc du coup, les hackers, c'est plus vraiment l'image de il y a quelque temps, le gamin qui s'ennuie ou le hacker voilà asocial qui est dans sa cave avec la capuche et tout. C'est vraiment des gens, ça soit voilà dans des bâtiments, dans certains pays où vraiment ils sont tolérés, ou dans des organisations criminelles et qui se comportent de plus en plus comme des entrepreneurs. Pour eux, c'est un business comme un autre. Et c'est là où c'est très dangereux parce que ce type de personnes, bon bah, ils vont pas lâcher à la première difficulté, etc. C'est des gens qui vont voilà, continuer jusqu'à ce que ça réussisse. Et puis on a l'exploitation, enfin, Arwa, de l'intelligence artificielle, justement pour l'évasion des malwares. Oui, complètement. Alors là, l'intelligence artificielle, évidemment, surtout avec ChatGPT, avec tout ce que voilà, on a entendu en termes d'avancées sur l'intelligence artificielle, ça a eu aussi un impact sur tout ce qui est malware et tout, parce que en fait les malwares, on le sait hein, pour certaines, on va dire certaines solutions de anti-malware, ils ont des bases de signatures et tout, et donc du coup lorsque un malware essaye de s'introduire, bon ben on va déterminer est-ce qu'il est connu, etc. Et justement pour pouvoir parer à ce type de situation, certains hackers ils utilisent l'intelligence artificielle pour se muter. C'est vraiment se muter et faire en sorte qu'ils passent comme une anguille entre, on va dire, les mailles du filet des anti-malware et des solutions de cybersécurité. On va désormais passer à les études de cas que tu nous proposes aujourd'hui, Arwa, des cyberattaques les plus marquantes que tu as pu rencontrer dernièrement. Oui, complètement, et on a beaucoup. Là, c'est vraiment un choix ça, pour voilà, étayer divers points de vue. Donc, commençons par, voilà, parce que nous tous, on déplore ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Il faut savoir qu'avant le Covid, il n'y avait pas autant d'attaques sur tout ce qui est hôpitaux, etc. C'est vraiment depuis le Covid que c'est devenu quelque chose qu'on observe malheureusement de plus en plus. Et donc, le centre hospitalier en fait, sud-francilien, qui a été attaqué en août 2022. Donc, ils ont fait en fait une analyse rétrospective de ce qui s'est passé. Et donc, eux, en fait, bon, bah, évidemment, ils ont eu la cyberattaque, il y a eu les impacts côté système de messagerie, côté tout ce qui est admission patient. Il y a eu des rapports, on va dire, tout ce qui est, vous savez, les examens patients qui ont été aussi leakés, les numéros de sécurité sociale. Enfin, ils ont eu vraiment beaucoup à faire en termes voilà, de cyberattaque et ils se sont ressortis avec 3 enseignements clés qu'ils ont souhaité partager. Et d'ailleurs, ça c'est une constante, mais une constante vraiment remarquable de par toutes les entreprises, toutes les collectivités et tout type de structure qui a subi une cyberattaque. Ils ont envie, parce que ça leur est arrivé, de dire aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'eux-mêmes, avant, dans certains cas, voilà, ils ne se disaient pas que ça pouvait leur arriver. Et donc, tous, après, ils veulent transcender ce qui leur est arrivé. Et il y en a pas mal qui témoignent derrière. Donc, typiquement, eux, ils ont dit, par rapport à tout ce qui est plan de continuité d'activité,
plan de continuité d'activité, des fois, voilà, on le fait parce que c'est nécessaire de le faire, parce que voilà, ça permet de se poser, de fixer c'est qui va faire les actions lorsqu'il y a un vrai problème. Mais en fait, c'est-à-dire que le plan de continuité d'activité, c'est beaucoup plus que ça. Le plan de continuité d'activité, c'est un confort mental lorsqu'il arrive une cyberattaque. Moi, les entreprises que j'accompagne, avec qui on a fait les plans de continuité d'activité, ils me disent, lorsque malheureusement, ça peut arriver une cyberattaque même au meilleur, ils me disent, en fait, lorsque on a juste à suivre, on n'a pas à se poser la question qui prend les décisions, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, les étapes, à qui voilà, déclarer les choses, etc. C'est tac, 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 et ça, c'est vraiment précieux pour voilà, avoir une réponse rapide pour limiter en fait les cyberattaques. Et ça, c'est vraiment un de leurs enseignements clés. Le deuxième enseignement clé, c'est de préparer les scénarios dégradés. Ça, en fait, généralement, lorsqu'on conduit le type d'exercice du plan de continuité, tout ce qui est scénario un peu dégradé, on se dit, oui, bon, ça, voilà, on le remplit, mais en mode, ouais, bon, ça va pas arriver. Mais en fait, le fait de se projeter, de se dire, par exemple, dans le cadre des hôpitaux, bon, si on n'a plus ça, on passe en mode papier, ou on a préparé à notre système un réplica, enfin, voilà. Ça permet de, le jour J, de passer vraiment, d'assurer une continuité d'activité, au moins, on va dire, la plus rapide possible. Donc ça, le second point. Et le troisième, c'est tout ce qui est résilience. La résilience, c'est très important d'y réfléchir. C'est pas, on va dire, parce qu'il y en a qui ils se disent, on a un anti-malware, on a un plan de continuité, on a une stratégie de backup et compagnie, on est bon. En fait, la résilience, c'est vraiment se préparer au pire et espérer le meilleur. C'est vraiment se dire, par quelle vulnérabilité on peut m'avoir, ça et tout, et de se préparer par rapport à vraiment différents types de scénarios. Vraiment, l'idée, c'est pas de investir des millions d'euros, évidemment, en termes de sécurité, c'est que ça soit proportionné, mais pas se dire que, oui, c'est de la surqualité ou ce type de choses. Se dire que vraiment, on fait de la cybersécurité pour parer à telle et telle et telle menace, et du coup, de calibrer vraiment ce qu'on met en place et réfléchir en termes de résilience. Donc ça, c'est par rapport à la première. La seconde, c'est Johnson Control International. Donc eux, c'est un géant, c'est vraiment c'est un équipementier, tout ce qui est système de contrôle industriel, d'équipement de sécurité. Donc ça, vraiment, quand même, ils ont un certain niveau en termes de cybersécurité. C'est pas voilà, des rigolos en termes de ça. Et même eux, en fait, ils se sont fait cyberattaquer. Ils ont eu des impacts au niveau de leur VMware, etc. Et en fait, par rapport à Sarah Johnson Control International, c'est de se dire, même les meilleurs, même parmi les meilleurs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper ce type de choses. Et par exemple, eux, par rapport à tout ce qui est VMware, donc d'avoir des stratégies par rapport à leur technologie pour comment repartir, mais par technologie. Donc du coup, c'est pas en mode on va faire redémarrer la machine, c'est en mode on a ça, ça, ça et ça, et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, ça, ça et ça. Donc ça, c'est Johnson Control International. Common Spirit, eux, alors là, c'est le pompon. C'est un géant qui gère plus de 2200 établissements de santé. Vraiment, imaginez une structure qui gère plus de 2200 établissements de santé. C'est arrivé en août 2022. Et en fait, l'impact financier qu'il y a eu, c'est 160 millions déjà de dollars d'impact financier initial. Puis après, ils ont eu un impact en termes de pertes opérationnelles de 1,4 milliard de dollars. Je répète juste pour 1,4 milliard de dollars en termes de pertes liées à une cyberattaque, pertes opérationnelles parce que des systèmes ne fonctionnent plus, leur collecte de factures ne fonctionne plus, etc. Ils ont dû emprunter 1,5 milliard de dollars. Ils ont eu des litiges et évidemment ces chiffres-là,
ne prennent pas en compte les remboursements qui vont être donnés par l'assurance si l'assurance va les rembourser. Parce qu'il y a eu un cas en Suisse par exemple récemment, le tribunal, c'est-à-dire qu'il y a eu une entreprise pour laquelle il y a eu une cyberattaque, elle a fait traîner un de ses assureurs devant les tribunaux parce qu'il a refusé de payer du coup la rançon. Et le tribunal l'a obligé, il lui a dit non, vous ne pouvez pas faire ça parce que eux, en fait, l'assureur en question, il a dit oui, mais non, parce que en fait, les hackers, ils sont dans un pays où il y a des sanctions internationales, donc du coup, si on donne de l'argent à ce groupe de hackers via évidemment l'entreprise, bon, bah, c'est comme si on était contre les sanctions internationales. Et cet argument-là n'est pas passé devant le tribunal. Donc du coup, par rapport à ça, Common Spirit, donc en termes de récapitulatif, impact initial 160 millions, impact opérationnel 1,5, tout ce qui est 1,4, tout ce qui est ils ont emprunté à la banque 1,5. Voilà, ça c'est juste pour se donner quelques chiffres clés par rapport à une cyberattaque qui arrivait à une structure qui gère plus de 2200 établissements de santé. Trois autres cas de cyberattaque marquantes à Rouen, rapidement. Oui, avec plaisir. Donc, tout ce qui est CHU de Brest, donc le RSSI CHU de Brest aussi, lui, ce qu'il a souhaité, c'est vraiment, en termes de témoignage, dire que la préparation et l'importance, en fait, de réagir rapidement et donc, du coup, d'anticiper, ça permet de limiter, en fait, les impacts en termes de lorsqu'il y a une cyberattaque. Donc, voilà, c'est-à-dire que même s'il y a une cyberattaque, le fait de se préparer, de savoir, etc., ça limite les impacts. Et lui aussi, il dit que c'est important de collaborer. Parce que, en fait, en cybersécurité, c'est comme s'il y avait un petit tabou. Chacun, s'il lui arrive un truc, il ne veut pas trop dire. Il a peur de ne plus être embauché après. Il se dit jamais je vais pouvoir rebondir dans une autre structure en cyber. Il y a un peu ce côté où ça ne partage pas forcément beaucoup d'informations. Il y a une volonté à divers niveaux, au niveau européen, au niveau à l'échelle nationale, etc., pour qu'il y ait plus de coopération. Rien que le fait qu'il y ait le campus cyber, ça c'est un exemple. Mais ça reste quand même pas très... il n'y a pas encore assez de collaboration, on va dire. Et donc, lui, il plaide pour ça. Il plaide qu'il y ait une collaboration. Alors, lui, il va jusqu'à l'échelle régionale et il dit ce serait pas mal que ça se renforce, notamment à cet échelon-là. Et puis après, on a le MGM Grand Casino. Alors, eux, ils se sont crus dans un film. Vraiment, ça comme Ocean Eleven. Vous savez, vraiment... Bonne référence à revoir. On l'a tout de suite en tête quand tu en parles. Exactement. Au niveau de Ocean Eleven, on sait que ils ont braqué ça au niveau de Las Vegas. Eux, c'est via en ligne, ça via des outils informatiques. Ils ont braqué, on ne va pas employer d'autres mots, des casinos, des hôtels. Eux, 30 millions de dollars, plus que Ocean Eleven. Et ils ont obtenu l'entreprise qui s'est fait attaquer. Elle dit que, et ne confirme pas forcément à 100% que la rançon a été payée et tout, mais en fait, lorsque les attaquants ils ont demandé les 30 millions de dollars lors de la première attaque, il y a eu une deuxième attaque après. Donc du coup, ça donne que potentiellement, peut-être il y a eu un petit paiement, genre moitié ou un truc comme ça, et que les attaquants, ça ne leur a pas plu et ça a continué. Donc du coup, ce n'est pas encore le fin mot de l'histoire parce que c'est assez récent, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont mis, on va dire, une annonce au niveau de LinkedIn. Et en fait, ils ont embauché quelqu'un sur une période d'1 mois et demi, 2 mois. Et vraiment, leur fiche de poste, elle est quand même assez croustillante. Parce qu'ils demandaient quelqu'un pour redémarrer les serveurs, pour maintenir les serveurs, pour configurer les serveurs, etc. Des serveurs Red Hat Linux, pour repartir, faire repartir leur système d'information. Et ils demandaient quelqu'un qui serait capable de travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour.
c'est dire en fait le rythme qu'on a vraiment lorsque ça arrive. D'ailleurs, on sait que dans toutes les équipes de réaction aux cyberattaques et tout, la pression, elle est énorme en termes humains. Et aussi, autre chose croustillante par rapport à MGM Grand Casino, lorsqu'ils ont investigué, ils se sont rendus compte qu'ils ont pu mener cette attaque parce que les attaquants, ils ont retrouvé des informations sur LinkedIn, sur des personnes qui bossaient dans ces structures-là, et qu'ils ont après complété leurs informations par un appel au support client. Donc du coup, c'est dire que c'était vraiment voilà, une situation où ces attaquants, ils avaient les informations sur LinkedIn via les gens en question, plus ce qu'ils ont pu avoir par ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. En dernier, tout ce qui est FIMADEV, donc FIMADEV, alors pour vous la faire courte, FIMADEV, c'est le responsable de FIMADEV. Il marche ou il est dans son bureau, il reçoit un coup de téléphone de la gendarmerie, puis après du C3N qui lui disent que son entreprise elle est en train de se faire cyberattaquer. Ça, au départ, voilà, on peut se dire, bon, bah, est-ce que c'est du phishing, c'est pas du phishing? C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là déjà. Et le second point, c'est il a demandé à son équipe et ça a été corroboré. Et donc, du coup, les attaquants, ils ont demandé 400 000 € et eux, FIMADEV, ils ont décidé de ne pas payer. Et donc, derrière ça, ils sont en train de reconstruire tout ce qu'il y a à reconstruire et se sont donné 1 an pour le faire. Merci, Awa. Une nouvelle question pour vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. Offrez-vous une sensibilisation adaptée aux différents profils de votre organisation? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? On vous laisse quelques secondes pour y répondre. 80% d'entre vous offrent en effet une sensibilisation adaptée aux différents profils de votre organisation, quand 20% ne le font pas encore. Arwa, est-ce qu'on peut en parler justement? Oui, complètement. C'est-à-dire que là, la sensibilisation un peu de masse, de se dire, bon bah voilà, on va souscrire à une solution d'e-learning ou voilà, souscrire voilà, à d'autres types de solutions, mais que ça soit les mêmes informations qui sont données à tout le monde, à la même fréquence, etc. Ça allait un temps, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus important que ça soit vraiment calibré aux populations. Typiquement, par exemple, on sait que les développeurs, ils manquent cruellement de formation à cybersécurité, malgré, on va dire, l'idée reçue que toutes les personnes tech sont forcément connaisseuses en termes de sécurité, mais le terrain, il fait que ce n'est pas vraiment le cas. Aussi, tout ce qui est sales, on sait que les sales, les commerciaux, ils ont un peu tendance, malheureusement, lorsqu'ils vendent les solutions, à montrer aux prospects les interfaces d'autres clients. Et donc, du coup, malheureusement, voilà, il faut les sensibiliser aussi par rapport à ça, par rapport aussi le fait qu'ils partagent des documents des fois un peu sensibles via des solutions de partage de fichiers pas forcément sécurisées. On sait aussi que les top management, des fois, voilà, ils disent c'est l'équipe qui fait et puis nous, bon bah ça n'est pas vraiment important qu'on fasse les choses. Donc du coup, moi qui ai travaillé dans plusieurs contextes, grands groupes, mais aussi scale-up, start-up, tout ça, c'est-à-dire qu'on fait de la sensibilisation pour top management avec des use cases, des cas d'usage qui sont vraiment calibrés à ce type de population. Et on peut aussi parler des gens du support, de ceux qui sont en relation avec les clients, parce qu'eux, ils accèdent carrément à des données de production. Et donc, du coup, quid de comment les manipuler, etc. Dans quel cas, selon quelle périodicité, est-ce que c'est ponctuel dans le temps, etc. Donc, il y a vraiment un besoin de ne pas dire le phishing c'est mal, faut mot de passe solide, etc. Et puis basta. Il faut vraiment aller dans le métier de chacun et le décortiquer et de se dire bon bah voilà, c'est quoi les enjeux que tu as et nous on va te dire comment faire face à tes enjeux, mais d'un point de vue cybersécurité. Donc ça c'est le calibrage. Aussi on a tout ce qui est responsabilisation et mise en confiance. Alors ça c'est un point très très important à dire parce que j'ai connu des contextes où
des personnes, lorsqu'elles étaient la cause d'une cyberattaque, elles se mettaient à pleurer, ils se mettaient en arrêt maladie, etc. Tellement ils se sentaient coupables de mettre leur entreprise en situation difficile à cause donc d'une erreur de leur part. D'avoir été le vecteur quelque part. Exactement. Est-ce que d'ailleurs, Arwa, on peut être inquiété en tant que collaborateur quand on est vecteur? Ça dépend, ça dépend. C'est-à-dire que si il y a eu signature d'une charte informatique où il y a eu ça a tous les éléments, comment on fait, comment on prend soin et c'est quoi les pratiques qu'on doit faire. Si on a eu les do and don't, donc du coup ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire en termes de sécurité, etc. Si la société elle fait tout ce qu'il faut en termes de sensibilisation, si elle protège bien ses actifs, mais que l'utilisateur sciemment il peut arriver. Mais malheureusement, on vit dans une époque où les sociétés de base, avec différents niveaux, ils ne fournissent pas vraiment la sensibilisation qu'il faut, ni les mesures de sécurité qu'il faut au niveau de leur infrastructure. Donc, ça reste vraiment, pour qualifier que ça soit vraiment pas en mode erreur, donc il y a le fait de pouvoir le virer pour faute grave, mais que ça aille un cran plus que ça reste au cas par cas. Donc, il y a ce point-là, et puis il y a le point aussi où lorsque, on va dire, la culture d'entreprise elle est un peu, la personne ne se sent pas en confiance pour dire les choses. J'ai connu un contexte quand même où la personne, elle a été la cause d'une cyberattaque et elle s'est tue pendant une semaine. Elle ne savait pas comment le dire. Et en fait, c'est après la DSI qui l'a découvert, qui a découvert du coup la cyberattaque, elle a découvert que cette personne, elle le savait depuis une semaine et elle l'a pas dit. Et il y a eu quand même des conséquences. Bon, la personne, elle est quand même restée parce que ses motivations, c'était pas faire mal à l'entreprise, mais il avait juste peur. Il avait vraiment peur par rapport aux conséquences. Et ça montre bien que on sait que c'est les collaborateurs, on va dire, qui voient pas mal de choses et il faut qu'ils se sentent un peu en confiance, beaucoup en confiance pour qu'ils vous disent les choses très rapidement et pour que vous puissiez faire des actions qui vont bien très rapidement également. Et en troisième point, tout ce qui est instiller une culture de sécurité, mais ça c'est aussi un sujet crucial. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être même de manière ludique, ça peut être la personne qui, au niveau de son PC, elle part, elle le laisse, il n'est pas locké, il n'est pas... Et donc du coup, les autres, ils envoient un mail depuis sa messagerie, j'offre le petit déjeuner demain à tous mes collègues, etc. Ça peut être lorsqu'on est dans un bureau où on fait attention aux personnes qui arrivent, qui partent, on n'ouvre pas par courtoisie, parce qu'il n'y a pas de courtoisie lorsqu'on ouvre la porte et qu'on ne connaît pas la personne et quand c'est les locaux de l'entreprise, on demande un minimum c'est qui ça, et malheureusement, lorsqu'on fait les pentests en mode sécurité physique, des fois, on est tenté d'aller par la fenêtre, etc. Même pas besoin, vous vous habillez avec un costard cravate pour les hommes, pour les femmes aussi, de manière un peu élégante, vous pointez devant, il y aura forcément quelqu'un qui va vous tenir la porte. Faut vraiment que ça soit dans les cultures fortes en termes de sécurité, où la personne, elle va vous dire, en fait, vous êtes qui? Et donc, du coup, instiller ce côté où chacun se sent responsable, se sent investi de cette envie de renforcer le niveau de cybersécurité de votre entreprise, ça, c'est très important. Et puis, on va voir ensemble, Arwa, quels sont les rôles et responsabilités des employés en cybersécurité, il est midi 21. On va faire rapide pour ceux qui sont encore avec nous aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc, on a tout ce qui est rôle et responsabilité. Donc, là, c'est vraiment détaillé pour l'employé. Ce qu'il a à faire en termes de cybersécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il essaye de réfléchir pendant longtemps à comment il peut contribuer. Ça peut être vraiment en mode don't and do, donc en mode vraiment checklist, etc. D'ailleurs, ça rejoint le deuxième point par rapport à la mise en place des meilleures pratiques. Donc, du coup, le fait que,
c'est par exemple, moi je suis la RH, donc je fais attention au CV que je reçois. Moi je suis par exemple le directeur technique, je fais attention au niveau de sécurité des gens que j'embauche, je fais attention aux solutions lorsque par exemple j'acquiers de nouvelles solutions, je fais une petite phase de due diligence cybersécurité avec mes fournisseurs, etc. etc. Donc du coup que dans chaque rôle on se figure qu'est-ce qu'on a comme activité de sécurité à conduire, qu'on ait des checklists et qu'on sensibilise selon des scénarios. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment doser les efforts de sécurité. Des menaces, il y en a 36 000. Il faut vraiment qu'on se dise c'est quoi les menaces les plus probables pour moi en tant qu'organisation et de se préparer par rapport à ça. Une dernière question pour vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. Quel est votre premier réflexe en cas de cyberattaque? Réponse A, vous alertez le support informatique. Réponse B, vous isolez les systèmes attaqués. Réponse C, vous constituez une équipe de gestion de crise. Ou réponse C, les trois à la fois, finalement. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. 88% des répondants ARWA, et je pense que c'est la meilleure réponse, nous disent réponse D, les trois à la fois. Oui, complètement. Et ça, vraiment, en termes de plan de réponse aux incidents, faut se figurer que c'est un exercice qui peut être aussi en mode team building. C'est vraiment un exercice qui peut vraiment souder une équipe parce que... Comme une alerte incendie, il faut tous sortir du building, vous faites une alerte cyber. Exactement. C'est-à-dire que ça vous préparer par rapport à des plans de réponse à incidents. Vous pouvez mettre les équipes sur plusieurs salles, sur plusieurs sites, etc. Préparer des scénarios. Il y a des ressources par rapport au plan d'un réponse à incident, mais le plus important, c'est de justement préparer en fait les réponses et les plans d'incidents par rapport aux incidents qui sont les plus probables dans votre cas. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est plan de réponse à incident, c'est vraiment un travail à dire de fond, de se dire c'est qu'est-ce qui risque de m'arriver et comment je peux faire pour répondre le plus efficacement possible. Et surtout, c'est qui va répondre. C'est-à-dire qu'on se constitue les équipes, on prépare ces équipes, on prépare à savoir coordonner, à savoir, on va dire, les différents échelons. C'est-à-dire et les différentes étapes. Au départ, ça va être telle équipe, puis après, ça va monter à telle équipe. Donc, du coup, avoir tout ce cheminement-là et de le tester. C'est vraiment clé de le tester. Et j'ai des gens, on va dire, qui testent, qui font des plans de réponse à incident et donc qui font des exercices de réponse à incident sans en informer des fois la moitié de l'équipe. Ou des fois, c'est juste 3 personnes qui sont au courant et les autres, du coup, ils se retrouvent devant une situation pour eux un peu de crise et les autres, ils voient comment ils réagissent, est-ce qu'ils vont faire les bonnes actions et tout. Et puis après, ça peut être un bon moment pour déterminer le plan d'amélioration et réessayer les prochaines fois pour affiner sa réponse à incident. Merci Arwa pour cette masterclass riche d'enseignements. On espère que vous avez tous passé un bon moment, vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience pour Arwa? Il nous reste quelques minutes ensemble. N'hésitez pas à nous les soumettre via le chatter qui est à votre disposition. Et puis pour tous ceux qui nous retrouveront en replay, on espère que vous aurez aussi passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce qu'on a des questions pour Arwa dans l'audience? On nous demande, Arwa, est-ce que selon toi, il faut payer les ransomware ou non? Vaste question qui vraiment a fait débat dans tout ce qui est univers cybersécurité et au-delà de tout ce qui est écosystème cybersécurité. D'un côté, dans les hôpitaux, on peut se dire il y a des vies, donc du coup comment on fait ça? Est-ce qu'on paye et puis ça repart ou on fait de la surtension entre guillemets sur tout ce qui est système médical? C'est vraiment des questions un peu difficiles. Moi, je serais tentée de dire non. Franchement, parce qu'en fait, ça ne fait qu'encourager, on va dire, les cyberattaquants. Mais lorsqu'on est un dirigeant et que ça arrête sa productivité, qu'il se retrouve avec la moitié ou le tiers ou même les 3/4 de son entreprise en chômage partiel parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec les routiers informatiques, je peux
comprendre que certains flanchent et payent la rançon. Mais si vous me posez la question, pour ma part, je pense que non. Et je pense d'ailleurs, justement, en disant non, et c'est ce que je fais avec tous mes clients, je les prépare pour que, si ça arrive, qu'ils puissent repartir très rapidement d'autres choses. Donc du coup, on fait les réplicas à chaud. Enfin, il y a différentes techniques pour faire en sorte que même si l'initial il part, bon bah ok, d'accord. Et ça en fait en sorte que ça soit du offline, que ça soit vraiment séparé du système d'information initial et que ça puisse repartir. Donc du coup, lorsqu'on tient cette position de dire on ne paie pas la rançon, il faut l'assumer et il faut du coup se préparer en mode résilience par rapport à ça. On nous dit également comment ça se passe quand on est quelque part du mauvais côté de la force, quand on commence quelque part sa carrière, qu'on est jeune et qu'on devient un ethical hacker. Oui, être un ethical hacker, c'est voilà, quelque chose qui séduit de plus en plus de jeunes. Là, entre tout ce qui est, on va dire, le mauvais côté de la force et le bon côté de la force, du mauvais côté de la force, il y a voilà, des gens qui sont attirés par l'argent facile, etc. Mais ce qu'on observe vraiment, c'est que c'est du mauvais côté de la force qu'on va vers le bon côté de la force. Et les gens du bon côté de la force, généralement, ils vont pas, même s'ils ont la connaissance, mais même s'ils pourraient faire des cyberattaques de manière très très simple et même du coup plus smart que les hackers parce qu'ils connaissent déjà les protections mises en place, etc. Ils ne le font pas parce que dans la cybersécurité, au-delà des aspects techniques, de gouvernance, etc., on a quand même une petite envie de protéger, on va dire, les emplois, de protéger l'économie. On se sent quand même un peu investi de quelque chose. Et donc, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller vers d'autres sphères. Merci beaucoup Arwa pour ta présence aujourd'hui avec nous pour cette masterclass. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle masterclass Nathan Compétences Professionnelles et Design. On vous souhaite une très belle journée à tous et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.